Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les isométries du plan pour le niveau baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Vous pouvez télécharger le PDF de cette leçon sur le site web qui est indiqué ici et qui sera également indiqué sous la vidéo YouTube. Alors, le plan de la leçon sera d'abord de définir ce que c'est qu'une isométrie et d'énoncer ses propriétés fondamentales. Après cela, je vais vous présenter les propriétés générales de la composition d'isométrie. Et à la fin, on va traiter les points invariants des isométries. Alors, nous commençons par définir les isométries. Dans tout ce document, on considère un plan muni d'un repère orthonormé direct. Alors, je vais rappeler ce que ça veut dire. Ça voudrait dire qu'il y a un repère dans le plan qu'on note généralement OIJ avec la norme de I est égale à 1, la norme de J est égale à 1 et I et J sont perpendiculaires entre eux. Donc on suppose que nous avons un repère dans le plan, donc on peut prolonger les axes pour constituer le repère. Nous avons repère dans le plan avec I et J de normes tous les deux de longueur égale à 1 et perpendiculaires entre eux. Et on suppose que la distance, c'est la distance euclidienne, c'est-à-dire c'est la distance classique. Si on a deux points M et N dans le plan, la distance entre eux, je constitue d'abord le vecteur Mn, rappelons-nous, le vecteur Mn, il a pour coordonnées l'abscisse de N moins l'abscisse de M. Et en bas, c'est l'ordonnée de N moins l'ordonnée de M. Ça, c'est le vecteur Mn. Et après, la distance Mn, je vais le faire ici, la distance Mn, c'est racine de l'abscisse au carré, c'est-à-dire xn moins xm au carré, plus yn moins ym au carré. Donc c'est ça la distance euclidienne qui est définie, qu'on considère dans le plan. D'accord ? Alors on définit maintenant les isométries du plan. On dit qu'une fonction f du plan vers lui-même est une isométrie si elle conserve les distances, c'est-à-dire la distance entre m' et n' est égale à la distance entre m et n pour tout point mn du plan, où m' c'est l'image de m par la fonction f et n' c'est l'image de n par la fonction f. Donc il faut que la distance entre les points d'origine, je considère m et n, et les distances entre les images, c'est-à-dire m', n', il faut que cette distance-là soit égale à cette distance-là. C'est ça ce qu'on appelle une isométrie. Alors des exemples des isométries usuelles, l'identité du plan, qui à tout point m associe m lui-même, est une isométrie, clairement. Les translations sont aussi des isométries, des symétries orthogonales, c'est-à-dire les symétries par rapport à un axe. Je vais faire un dessin ici. Si je prends deux points M et N ici, et leur symétrique par rapport à cet axe, je note delta. Le symétrique de M', il est là. Ça c'est M et ça c'est M'. Ça c'est le point N et ça c'est N', son image par cet axe, qui est l'image par le miroir. Et on sait que dans ce cas-là, cette distance Mn est égale à cette distance M', N'. Les rotations aussi sont des isométries. Alors, une isométrie est injective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends M et N, deux points du plan, si M est différent de N, alors f de M est forcément différent de f de N. C'est ce qu'on appelle une application injective.
Alors maintenant, on va énoncer un théorème qui nous dit qu'une isométrie conserve le produit scalaire. Alors ça s'énonce de la manière suivante, soit f est une isométrie du plan, même c'est plus fort que ça. F, une application du plan vers lui-même, est une isométrie si et seulement si elle conserve le produit scalaire. C'est-à-dire que le produit scalaire entre AB et AC est égal au produit scalaire entre A'B' et A'C', quels que soient les points A, B, C du plan, d'image respective A', B', C'. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire que si f est une isométrie, alors nous avons cette propriété, et réciproquement, si nous avons cette propriété, alors f est une isométrie. Alors, rappelons que la mesure d'un angle géométrique est définie comme étant la valeur absolue de l'angle entre AB et AC. On le note généralement BAC, je vais faire un dessin. Hop. Ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Donc nous avons d'abord l'angle entre le vecteur AB et AC, hein, c'est cet angle-là. On le note comme ça. Et si je prends la valeur absolue de cet angle, parce que rappelons-nous, cet angle est un angle orienté, donc s'il est dans ce sens-là, il est positif. Si par exemple, je prends un point qui est dans ce sens-là, un point, on va dire, D dans ce point-là, dans ce cas-là, AB AD est un angle négatif. Hein, donc cet angle-là, c'est l'angle finalement tel que nous l'avons défini en trigonométrie. Il peut être positif ou négatif selon s'il est dans le sens trigonométrique ou dans le sens contraire. Et bien, ce qu'on appelle mesure de l'angle géométrique, qui est noté comme ça, hein, dans ce cas-là par exemple c'est BAC, donc c'est l'angle en A, c'est quelque chose de toujours positif, donc on prend la valeur absolue de l'angle ABAC. Et on prend dans ce cas-là en fait l'angle ABAC dans l'intervalle moins pi. Et donc l'angle BAC il appartient à 0π. Ça s'appelle mesure de l'angle géométrique. Alors avec cette définition-là, nous avons le corollaire suivant. Une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. C'est-à-dire si f est une isométrie du plan, alors l'angle entre l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Un petit dessin. Hop, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Mon segment ici, c'est un segment, c'est une droite. Et l'angle A'B', C', cet angle-là est égal à cet angle-là. Au sens géométrique, hein, ils peuvent être, là ils sont dans le même sens, mais ils peuvent avoir des sens différents. Hein. Si par exemple, je prends une gomme, si par exemple, hop, ici c'était B' et ici c'était C', en valeur absolue, ces deux angles-là sont les mêmes. En particulier, les images par une isométrie de 3 points non alignés sont également 3 points non alignés. Une conséquence de cette conservation des mesures des angles géométriques. On a également un deuxième corollaire utile, c'est qu'une isométrie conserve les coordonnées dans un repère orthonormé. Ça s'énonce de la manière suivante, soit f une isométrie ABC des points du plan, d'images respectives A', B', C'. Si le repère A, B, AC est orthonormé, alors le repère image A', B', A'C' est également un repère orthonormé. De plus, pour tout point M, si je considère ces coordonnées dans le repère d'origine, eh bien, le point M', il a les mêmes coordonnées dans le repère image. Donc ça veut dire que M a pour coordonnées x, y dans le repère d'origine, A, B, A, C. Et en conséquence, M' a les coordonnées également x, y dans le repère image A', B', A'C'.
Maintenant, nous nous intéressons à la réciproque d'une isométrie, hein. Cette proposition nous assure que si f est une isométrie, alors f est une bijection, et son réciproque, f-1, est également une isométrie. Hein, c'est assez clair, hein, puisque si une isométrie conserve les distances, c'est les points d'origine, disons, M, N, hop, et ça c'est les points images, M', je vais rapprocher un peu N' pour que les distances soient conservées. Si Mn égale M'N' par la fonction f directe, ça c'est la fonction directe, par la fonction inverse, on voit bien que les images sont également conservées. Des exemples, la réciproque d'une symétrie orthogonale est elle-même, c'est-à-dire si la symétrie je la note S, hein, sa réciproque c'est S également. C'est-à-dire pour une symétrie orthogonale, S-1 égale S. La réciproque d'une symétrie centrale est également elle-même. Centrale, ça veut dire que c'est la symétrie par rapport à un point. Et ici, symétrie orthogonale, dans le sens où c'est une symétrie par rapport à une droite. Troisième propriété, la réciproque d'une translation de vecteur U est la translation de vecteur moins U. Et enfin, la réciproque d'une rotation de centre I et d'angle alpha est la rotation de même centre et d'angle moins alpha. Donc aussi bien le vecteur d'une translation que l'angle d'une rotation, quand je considère la réciproque, il y a un signe moins qui apparaît. On va maintenant donner une propriété caractéristique d'une isométrie. D'abord, une proposition qui généralise un peu la proposition précédente. Rappelons-nous qu'on avait dit qu'une isométrie conservait les coordonnées dans un repère orthonormé. Ici, c'est plus général. On considère f une isométrie, on considère plusieurs points comme ça. Nous avons donc cette propriété. Si la relation entre Mn, PQ et RS est de ce type-là, hein, Mn égale x fois PQ plus y fois RS, alors la relation entre les images est du même type. M'N' égale x fois P'Q' plus y fois R's'. Hein. Et vous voyez que cette relation généralise bien sûr la relation précédente, puisqu'on ne suppose pas que PQRS constitue une base ou un repère. Hein. Alors, le résultat qui va suivre montre qu'une isométrie est caractérisée par les images de 3 points non alignés. Hein. Et c'est une conséquence de cette proposition-là. Soit F et G, deux isométries du plan qui coïncident en 3 points non alignés. C'est-à-dire si je prends, par exemple, là je prends 3 points non alignés, on va dire A, B et C. Ici, on nous donne leurs images par une isométrie, on va dire A', B', il faut que je conserve les distances à peu près, C'. Hop. Et bien, si deux fonctions f et g donnent à A', à B', et à C les mêmes images C', alors f égale g. C'est ça ce que veut dire ce corollaire, qu'une isométrie est caractérisée par les images de 3 points non alignés. Alors ici, maintenant, comme conséquence de tout ce qu'on vient de dire, on va déduire des propriétés géométriques intéressantes. On appelle ça isométrie et configuration. Soit f une isométrie du plan, alors elle conserve le barycentre de 2 points. Je vous rappelle, le barycentre, si je prends des points A et B ici, et si je prends un point sur la droite AB, là, par exemple je le prends ici, un point M, qui est barycentre de A et B avec certains coefficients, selon sa position sur la droite AB, alors, du point de vue des images, je prends A' ici, B' là,
Hop, et ça c'est le segment A'B'. Alors on a la même, à peu près la même propriété, c'est qu'il faut que M' soit aussi barycentre de A'B' avec les mêmes coefficients. Hein. En particulier, une isométrie conserve le milieu. Deuxième propriété, l'image par f d'une droite est une droite. Les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles. Hein. Si ça, c'est les droites d'origine, ben, les droites images peuvent être un peu inclinées, mais il faut qu'elles soient toutes les deux parallèles. L'image de deux droites perpendiculaires, ce sont deux droites perpendiculaires également, entre elles. L'image d'un segment est un segment de même longueur. L'image d'un parallélogramme est un parallélogramme. Je vous rappelle, un parallélogramme, c'est une figure comme ça. Hop. Si je prends ça, c'est le parallélogramme d'origine. Alors, son image est également un parallélogramme. Alors, il peut être un peu incliné. J'essaie de conserver les distances, mais c'est aussi un parallélogramme. L'image par la fonction f d'un cercle de centre i est également un cercle de même rayon et de centre f de i. Hein, donc, l'isométrie conserve le rayon des cercles. Et l'image de la tangente à un cercle, ça je vais faire un petit dessin, je prends un cercle, je prends un point M, et je prends la tangente au cercle en ce point. Alors, l'image de cette tangente est également une tangente au cercle image au point F de M. Voilà, donc ça c'est M. Hop, et ça c'est F de M. Le point de contact. F de M. Et alors, ça c'est le cercle d'origine, et ça son image par F. Ça c'est le point I, centre, et ça c'est son image F de I. Il y en a une conservation en quelque sorte de la propriété de tangente. Hein. On passe à la partie composition d'isométrie. On commence par un lemme, soit f et g, deux isométries du plan. Alors la composition f rangée est aussi une isométrie du plan. Alors, oui, bien la preuve est assez simple, hein, puisque g conserve la distance. En appliquant g d'abord et après f aussi conserve les distances. On aura que f rangé conserve également les distances. Voilà, proposition, soit f et g, h, f, g, h des isométries du plan. G égale f moins 1 si et seulement si f rangé égale identité, ce qui est une propriété générale hein, de la fonction réciproque. Là, on l'applique pour les isométries, où id c'est l'identité du plan ici. Pareil, ça c'est une propriété générale de la fonction, enfin de la prise de réciproque. F rangé moins 1, c'est g moins 1 rang f moins 1. Hein, c'est dans l'autre sens, hein, retenez bien. Quand je prends la réciproque, c'est d'abord g moins 1 et après rang f moins 1. Troisième propriété aussi assez générale pour les fonctions bijectives. Hein, f égale g, si et seulement si h rang f égale h rang g. Dans ce sens-là, c'est facile, il suffit de composer par h à gauche, et dans l'autre sens, il suffit de composer par h-1. Comme h est une isométrie et elle est bijective, h-1 est bien défini, je compose par h-1, et j'obtiens dans l'autre sens que ça implique cette propriété-là. Nous donnons maintenant un résultat qui nous indique, quand je compose deux symétries orthogonales d'axes sécants, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est énoncé ici. La composition de deux symétries orthogonales d'axes sécants est une rotation. Et ça se précise ici. Si je prends d'abord un axe D, et une symétrie par rapport à cet axe, ensuite un axe D', et une symétrie par rapport à cet axe. Elles sont séquentes en un point I. Hop, ici. Et de vecteur directeur, on va noter U, le vecteur de D, et U', le vecteur de D'. SD, SD', les symétries orthogonales d'axe D et D'. Alors, SD' rend SD, cette composition-là, est la rotation de centre I, le point d'intersection des deux axes,
et d'angle θ égale 2 fois l'angle UE'. Donc ça c'est l'angle UE', et θ c'est 2 fois cet angle. C'est ça, θ. Corollaire, si je prends deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires, cette fois-ci, donc je prends D, D', des axes comme ça, alors leur composition, on a vu que c'est une rotation d'angle 2 fois l'angle entre les deux axes ici, c'est-à-dire 2 fois pi sur 2, ce qui donne pi, et donc dans ce cas-là, ça donne une symétrie centrale de centre I, hein, puisque la rotation d'angle pi n'est autre que la symétrie de centre I. Et dans ce cas-là, SD rend SD' égale SD' rend SD. C'est-à-dire SD et SD' commutent dans le sens de la composition. Autre lemme, si maintenant on considère deux symétries orthogonales d'axes parallèles, qu'est-ce qui va se passer? La composition de deux symétries orthogonales du plan d'axes parallèles est une translation. Je précise comme tout à l'heure ce que ça veut dire. Si je prends maintenant deux axes D et D', de mes symétries orthogonales, D et D', et que je compose les symétries donc dans le sens SD' rend SD, alors c'est une translation de vecteurs 2 fois IJ, où je prends I un point de D, J un point de D', plus précisément J est le projeté orthogonal de I sur D', hein, il faut ici qu'il y ait un angle droit. Et la translation, ça va être une translation de vecteur 2 fois IJ. Donc c'est ça, hop, le vecteur U de la translation qui est la composée SD' rang SD. La troisième partie de cette leçon concerne les points invariants des isométries. Oui, bien, vous allez voir que cette partie est très riche et très éclairante sur les propriétés des isométries. On définit d'abord ce que ça veut dire un point invariant, soit P un plan et F une application du plan vers lui-même, et M0 un point du plan. On dit que M0 est invariant par F si son image par F c'est lui-même. Donc c'est ça, ce que ça veut dire invariant. On dit aussi parfois que F fixe le point M0. Ça veut dire que M0 est invariant par F, ou F fixe M0, c'est la même chose. Une première propriété, soit F une isométrie du plan, différente de l'identité, et soit A un point non fixe de F, et A' son image. Donc comme il est non fixe, ça veut dire qu'A' est différent de A. Alors, les points invariants par F, s'il existe, je vais faire un dessin pour que ça soit plus clair, ça c'est un point A, ça c'est son image par F qu'on a supposé différent de A, puisque A' n'est pas fixe par F. Alors, tous les points invariants de F, s'il existe, ils appartiennent forcément à la médiatrice du segment A'. Pardon, il faut que ça soit perpendiculaire ici. Hein. Je vais peut-être refaire ce dessin pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Hop. Donc je prends un point A, son image A' par F. Maintenant, je trace le segment A' en pointillé ici. Je trace la médiatrice au segment A', c'est-à-dire la droite qui passe au milieu et qui est perpendiculaire au segment A'. Ben, les points invariants par F, ils sont forcément sur cette médiatrice et pas ailleurs. Hein. Voilà une propriété, première propriété éclairante sur les propriétés des points invariants d'une isométrie. Nous allons maintenant voir quelles sont les isométries qui ont des points invariants. C'est donné dans ce théorème-là. Soit F une isométrie du plan P, F a au moins 3 points invariants non alignés, si et seulement si F est l'identité. Donc voilà un premier cas intéressant. Si F a 3 points invariants non alignés, alors F est forcément égal à l'identité. Deuxième propriété, si F est différent de l'identité et F a au moins 2 points invariants A et B, hein, au moins 2,
distinctes, alors f est la symétrie orthogonale d'axe la droite AB. Donc si f a au moins deux points invariants A et B, donc l'image de A c'est A et l'image de B c'est B, alors f est forcément la symétrie orthogonale d'axe AB. Troisième cas, si f a un unique point invariant I, alors f est forcément la rotation, enfin une rotation de centre I et avec un certain angle θ non nul. Voilà les trois cas où f a des points invariants. Soit un point unique, dans ce cas-là, c'est une rotation de centre ce point invariant, soit au moins deux points invariants distincts et f est différent de l'identité, alors f c'est la symétrie orthogonale d'axe AB, soit f a au moins trois points invariants et dans ce cas-là f égale identité. Donc cela lève le mystère sur quelles sont les isométries qui ont des points invariants. On verra par la suite quelles sont les isométries qui n'ont pas de points invariants. Pour cela, donc, on va travailler un petit peu, faire un travail préliminaire. Donc c'est ce premier lemme, décomposition d'une isométrie. Ça nous dit que si f est une isométrie du plan et O un point de ce plan, alors f se décompose de manière unique en la composition d'une translation et d'une isométrie G qui fixe le point O. Donc toute isométrie peut être décomposée comme la composée d'une translation et d'une isométrie G qui fixe le point O. Deuxième lemme, ça parle d'une composition d'une translation et d'une rotation, soit O et O' de points distincts du plan, et j'ai une rotation de centre O et d'angle non nul θ. Alors l'isométrie qui est la composition de la translation de vecteurs O' avec la rotation G a au moins un point invariant. Donc ces deux lemmes, ce sont deux lemmes préparatoires pour la suite. On définit un objet intéressant et fondamental dans les isométries, ça s'appelle les symétries glissantes. Donc on appelle symétrie glissante toute isométrie qui peut s'écrire comme la composition d'une translation avec une symétrie orthogonale où U est un vecteur directeur de l'axe D de la symétrie orthogonale. Donc retenez cette définition, si vous avez la composition d'une translation de vecteur U et d'une symétrie orthogonale d'axe D avec U vecteur directeur de D, alors cette composition s'appelle symétrie glissante. Et c'est un objet important comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors nous passons maintenant aux propriétés de ces symétries glissantes. Donc ça c'est un lemme qui nous dit, qui traite en fait le cas où on a une application du plan vers lui-même qui est la composition d'une translation et d'une symétrie orthogonale. Où là le vecteur U et l'axe D sont quelconques. Alors on distingue trois cas. Si U est vecteur directeur de D, alors F n'a pas de point fixe. Donc si U est vecteur directeur de D, c'est-à-dire si F est une symétrie glissante, alors F n'a pas de point fixe. Deuxième cas, si U est orthogonal à D, alors F est une symétrie orthogonale d'axe parallèle à D. Troisième cas, si U n'est pas orthogonal à D, alors dans ce cas-là, F peut toujours s'écrire sous la forme une translation de vecteur U' composée avec une symétrie orthogonale d'axe D', où U' est vecteur directeur de D'. C'est-à-dire que F peut toujours se ramener ou être vu comme une symétrie glissante. Donc ce troisième cas, finalement, se ramène au premier cas, via bien sûr un changement du vecteur U en U' et de l'axe D en axe D'. Donc finalement, il y a essentiellement deux cas, soit U est vecteur directeur de D et on a une symétrie glissante, soit U est orthogonal à D, et dans ce cas-là, F est une symétrie orthogonale d'axe parallèle à D. Dans l'autre cas où U n'est pas orthogonal à D, on peut toujours se ramener au premier cas.
Alors voici maintenant un théorème sur les isométries qui n'ont pas de point invariant, ce qui était l'objet de tout ce travail préparatoire. Soit f une isométrie du plan, alors f n'a aucun point invariant si et seulement si f est soit une translation de vecteur non nul, soit une symétrie glissante. Et par ce théorème-là, finalement, on finit les caractérisations des isométries. Soit elles ont des points invariants et c'est traité par le théorème précédent, soit elles n'ont aucun point invariant et ce théorème nous dit que f est soit une translation, soit une symétrie glissante. Et voilà, donc on déduit ce corollaire qui synthétise les deux théorèmes précédents et qui caractérise les isométries selon leur nombre de points invariants. Ça s'écrit de la manière suivante, soit f une isométrie du plan. Alors f a au moins 3 points invariants non alignés si seulement si f est l'identité, premier cas. Deuxième cas, si f est différente de l'identité, f a au moins 2 points invariants distincts. Alors ça, c'est si seulement si f est une symétrie orthogonale d'axe AB. Donc je recommence cette partie. Si f est différente de l'identité et f est différente de l'identité et f a au moins 2 points invariants, A et B distincts, si et seulement si f est la symétrie orthogonale d'axe AB. Troisième cas, f a un unique point invariant I, si et seulement si f est une rotation de centre I et d'angle non nul. Dernier cas, f n'a aucun point invariant, si et seulement si f est soit une translation, soit une symétrie glissante. Voilà tous les cas d'isométrie possibles. Nous traitons maintenant le cas particulier d'une rotation et on montre qu'une rotation est la composition de deux symétries orthogonales d'axes sécants. Et donc ça nous dit la chose suivante, toute rotation du plan d'angle non nul est la composition de deux symétries orthogonales d'axes sécants. Plus précisément, si R est une rotation de centre I et d'angle θ non nul, alors ce qu'on fait, c'est on prend d'abord une droite D qui passe par I, ça c'est ma droite D, et de vecteur directeur U, et on prend D', une droite passant par I de vecteur directeur U', tel que U' c'est la moitié de θ, donc je prends U' comme ça, hop. Ça c'est U', et ça c'est D'. Ben, dans ce cas-là, R est la composition SD' rond SD. C'est la symétrie orthogonale d'axe D' rond la symétrie orthogonale d'axe D. En particulier, soit ici la symétrie centrale d'axe I, qui peut être vue comme une rotation, donc le pi, et D une droite passant par I, alors la symétrie centrale, c'est la composition SD' rond SD, qui est égale aussi à SD rond SD', où D' est la droite perpendiculaire à D. C'est un cas particulier de celui-là, où j'ai finalement maintenant une symétrie centrale d'axe I. Dans ce cas-là, je prends rotation, pardon, ici symétrie centrale de centre I. Alors je prends D, une droite passant par I, et D', une droite perpendiculaire à I. Et dans ce cas-là, on a bien la symétrie centrale qui est la composition de ces deux symétries orthogonales. On peut le faire ensemble. Si je prends un point M ici, je prends d'abord son symétrique par rapport à D. Ça, c'est un point M. Ça, c'est un point, on va dire, M'. Ensuite, je prends son symétrique par rapport à D'. Ça, c'est le point M seconde. Et on voit bien que le bilan, c'est que M seconde est symétrique par rapport à I du point M. Deuxième lemme, une translation est la composition de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. Alors ça nous dit que toute translation du plan est la composition de deux symétries d'axes parallèles. Plus précisément, si je prends TU, une translation du plan de vecteur non nul U, D une droite quelconque, donc je fais un dessin, ça c'est U, et je prends D une droite quelconque de direction orthogonale à celle de U, donc ça c'est ma droite D,
et I un point de D, alors la translation peut s'écrire sous forme d'une composition de symétrie de cette nature-là, où je dois prendre D', une droite parallèle à D, et qui passe par le point G, tel que IJ égale 1 demi de U. Donc je prends J ici, hop, qui est la moitié de la longueur de U, hein, cette distance IJ, et je prends D', un axe parallèle à D, et qui passe par J. Et dans ce cas-là, j'ai cette propriété que la translation, c'est la composition de ces deux symétries-là. Et voilà maintenant un tableau qui résume tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Ça nous dit que toute isométrie s'écrit comme la composition de plus 3 symétries orthogonales. Et on va voir selon le cas comment ça se présente. Donc, premier cas, une isométrie peut être soit l'identité, dans ce cas-là, c'est la composition de 2 symétries orthogonales, et ses points invariants, c'est le plan tout entier. Deuxième cas possible d'une isométrie, c'est une symétrie orthogonale d'axe D. Dans ce cas-là, c'est une symétrie, hein, par définition, donc il n'y a rien à faire dans ce cas-là, dans la décomposition en symétrie orthogonale. Les points invariants, c'est l'axe D tout entier. Troisième cas, c'est le cas d'une rotation de centre I et d'angle différent de 0. Dans ce cas-là, on peut la voir comme la composition SD' rend SD, où D' inter D est égal au singleton I. Et les points invariants, c'est I lui-même. Quatrième cas, la translation de vecteurs non nuls. C'est la composition de 2 symétries orthogonales d'axes parallèles, et telle que D est orthogonale à U. Et dernier cas, symétrie glissante d'axe D. Dans ce cas-là, c'est la composition de 3 symétries orthogonales, où D seconde est parallèle à D', et D' est orthogonale à D. Et dans ce cas-là, comme pour les translations, il n'y a pas de point invariant. Et voilà, ce tableau, le bilan de toute cette leçon, synthétise tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on a appris sur les différents cas d'isométrie. Voilà, je vous donne en fin de cette leçon la bibliographie et la référence essentielle dont nous sommes partis pour construire ce cours. Je remercie les auteurs de cette référence et mes amis Amin et Nizar Layani qui m'ont motivé pour préparer ce cours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis bonne continuation pour votre préparation au bac. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.